Bonsoir Franck. Bonsoir Tom. Alors Franck, le dernier Citrep, le numéro 10, a été tourné le 27 décembre dernier. Nous sommes aujourd'hui le 5 février 2019 et bien sûr, le Citrep actuel est le numéro 11. Et nous allons entamer directement, je dirais, les sujets concernant la Libye. Euh, et je pense qu'il est nécessaire de faire un point sur la situation en Libye, donc, du fait des nouveaux combats qui ont lieu à Tripoli il y a à peu près 3 semaines. Alors, ça a changé quelques aspects en politique interne de la Libye. Euh, Dis-nous en plus de ce point de vue. Ah, tout à fait. Donc il y a eu des affrontements de nouveau vers l'aéroport de Tripoli, donc dans le sud, entre la brigade CEP, donc, qui est issue de la région de Tarhouna, qui se trouve donc au sud de Tripoli, et les milices qui reconnaissent le GNA, le gouvernement de l'Union nationale libyen. Il y a eu une quinzaine de morts, plusieurs blessés. Pour que cessent ces combats sont intervenus le chef des tribus de Bani Walid, qui a fait de la médiation pour que ces combats cessent. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que on voit qu'aujourd'hui, Fayez El-Sarraj est en train de perdre la main, puisque je t'avais indiqué lors du dernier Citrep que M. Abdelhakim Belhadj, Jadran, qui sont des chefs de milice pro-frères musulmans, ont été exclus, puisque le procureur de Tripoli, donc du gouvernement du GNA, ont lancé un mandat d'arrêt à leur rencontre, ainsi qu'une douzaine d'autres chefs de milice takfiristes qui aujourd'hui qui avaient fait allégeance au GNA. Donc on voit qu'aujourd'hui il y a une friction très forte au sein du GNA et de cette coalition de tribus à Tripoli, au point que on peut considérer aujourd'hui que Fayez El-Sarraj a perdu de la crédibilité au sein de cette coalition de milices, puisqu'ils sont en train de s'affronter. Mais la conséquence que ce procureur de Tripoli ait lancé un mandat d'arrêt à l'encontre des anciens amis de Sarraj, bon, alors on voit bien que l'ONU, puisque Sarraj n'est qu'un préfet des Nations Unies, a été contraint, au vu des crimes perpétrés par ces milices de 2011 jusqu'à ce jour à Tripoli, a été contraint sous la pression de pays occidentaux de mener un arrêt à la direction de ces milices. On voit qu'aujourd'hui, ce GNA, qui s'appuie sur ces milices mafieuses takfiristes, est en pleine décomposition, et au point qu'on peut imaginer que Fayez El-Sarraj, dans les prochaines semaines ou les 1 ou 2 mois à venir, très prochainement, je pense, va être exclu du jeu politique face à cet échec cuisant. Donc ça, c'est très important ce qui est en train de se passer actuellement, puisque il y a une déliquescence. Je voulais aussi parler, ça c'est aussi important, du représentant de l'ONU, Salamé, qui s'est exprimé dernièrement à des journalistes français, où ils mettent en évidence que nous dénonçons ce que je dénonce, ainsi que mes camarades libyens depuis des années, que ces milices, que le problème aujourd'hui en Libye n'est pas un problème ethnique, que ce n'est pas un problème religieux, puisque en Libye, nous ne pouvons pas faire un parallèle avec l'Irak, pour la simple et bonne raison que l'ensemble des musulmans sont sunnites, malikites, on a islam modéré, on a à peu près 5% de berbères sur une population, oui, à peu près 5%, et que voilà, on n'est pas confronté. Bon, il expliquait que on pouvait pas faire un parallèle avec l'Irak parce qu'aujourd'hui on n'a pas un problème de division au sein de la population en Libye, mais on a affaire à ces milices takfiristes mafieuses qui ont pris en otage la banque centrale libyenne, la compagnie pétrolière, et que ces gens, en fin de compte, usent de la dictature de leurs armes pour s'accaparer le pétrole et les devises, l'argent généré par le pétrole, qui, je tiens à le rappeler,
correspond à 95% des richesses du pays. Voilà. Donc Salamé fait un constat assez grave, hein, puisque en fin de compte, ces milices qui étaient soutenues par l'ONU, aujourd'hui l'ONU, par son représentant, son représentant sur place, dénonce qu'au final, c'est un échec, puisque depuis 2011, ces milices s'accaparent l'argent du pétrole libyen. Et donc le problème, il est là. Donc c'est quand même assez intéressant, hein, puisque nous dénonçons depuis des années, au point même qu'on peut commencer à considérer que Salamé, je pense, commence un peu à déranger par ses propos, hein, puisqu'il a une analyse réaliste, pertinente, hein, sur le dossier libyen, puisque ça doit faire 1 an et demi qu'il a été nommé. Donc pour le coup, on peut dire qu'il est pragmatique, mais je pense que son analyse va déranger certaines puissances étrangères qui aujourd'hui continuent à profiter au travers de ces milices du pétrole et du gaz libyen, au point que le général Haftar, donc l'armée nationale libyenne, refuse tout bonnement de rencontrer Salamé. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que l'ONU est en train de perdre complètement la main, tant par son représentant Salamé, mais aussi par Fayez el-Sarraj qui a été placé par l'ONU au sein du GNA, qui confirme ce que nous annonçons depuis un petit moment. Je voulais aussi dire que Salamé, donc l'ONU avait annoncé une conférence interlibyenne fin janvier, donc nous sommes le 5 février, cette conférence n'a pas eu lieu, pour la simple et bonne raison, c'est que l'ensemble des tribus libyennes qui étaient conviées à cette conférence, qui auraient dû se tenir à Ghadamès, dans le sud libyen, et ces derniers ont tout bonnement refusé d'assister à une conférence sous l'égide de l'ONU, puisque ces derniers, comme j'ai pu l'indiquer, refusent de se mettre à la table avec ceux-là même qui sont responsables de la destruction du pays, qu'ils considèrent comme des collaborateurs, donc Sarraj, mais aussi Haftar. Donc cette conférence n'a pas eu lieu. Alors ce qui est toujours aussi encore intéressant, c'est qu'aucun média n'a relevé cette information, d'où l'intérêt aujourd'hui de pouvoir le dire à travers de ton site web. Voilà, donc je voulais clarifier ce point, puisque là on voit bien que l'ONU, les gouverneurs placés, hein, tant par que ce soit Sarraj ou Haftar, sont en train de perdre la main en Libye, bien sûr au profit des tribus libyennes, mais nous développons cela tout à l'heure. Voilà. D'accord. Alors, tout récemment, la France a bombardé une colonne de véhicules de la rébellion tchadienne qui venait de Libye. Alors, cette rébellion dénonce l'ingérence de la France dans les affaires internes du Tchad suite à ce bombardement effectué par la chasse aérienne française. Que peux-tu nous en dire? Voilà. Alors, le général Haftar, sous l'ordre du Quai d'Orsay et de M. Le Drian, a d'ailleurs déployé plusieurs bataillons pour essayer d'évacuer ces milices tchadiennes qui sont opposants au président Déby. Donc, naturellement, Haftar, qui collabore avec la France, on a eu l'occasion de le dire, hein, la France soutient Haftar, soutient aussi un chef de milice de Zenten, qui était un ancien délinquant de droit commun, qui bénéficiait actuellement, au moment où je te parle, de l'appui de conseils militaires et de l'appui logistique des services de renseignement français. Alors, pour une petite parenthèse, ce chef de milice a fait l'acquisition d'un hôtel 5 étoiles en Tunisie ainsi que d'une entreprise pour plusieurs dizaines de millions de dollars, argent issu du trafic de drogue et du trafic de migrants. Voilà aujourd'hui ce que la France soutient. Voilà. Donc, c'est une petite parenthèse. Donc la France, bien évidemment, a demandé au général Haftar, puisque la France fournit des armes, quelques armes, hein, et soutient à la formation officieusement des forces militaires de Haftar. On demandait à Haftar de faire une épuration de ces milices à la demande de Déby. Je tiens quand même à rappeler que Déby a reçu Netanyahou, hein, le Premier ministre israélien, qui a pour effet notamment le fait qu'aujourd'hui, et ça c'est un scoop que je t'adresse, c'est que des forces de Tzahal sont présentes
à la frontière tchado-libyenne depuis 15 jours, à l'issue de la rencontre avec le président Netanyahou, qui a provoqué des grosses tensions très vives en interne au Tchad, qui peut-être aussi justifie le fait que l'opposition militaire au président Déby ait voulu et tente de rentrer au Tchad, et on peut s'attendre certainement à des semaines très compliquées pour Déby, qui s'est affirmé avec Netanyahou, qui est très mal perçu au Tchad, puisque ça reste, le Tchad est un pays musulman. Nous connaissons la politique d'Israël à l'égard des Palestiniens. Donc nous voyons bien qu'aujourd'hui Déby est dans un grand problème, et bien sûr la France vient soutenir ses intérêts, puisque je tiens quand même à préciser que la France quand même bénéficie de l'uranium au Tchad aux dépens des populations tchadiennes. Elle est présente dans le sud, dans la région de Tbilissi. Donc il est tout naturel que la France préserve ses intérêts, mette en pression Haftar pour qu'il participe lui sur le terrain à essayer d'évacuer ces milices, et il est tout naturel que la France ait bombardé ce convoi, puisque ces hommes risquent fortement de remettre en cause le pouvoir du président Déby. Voilà un petit peu la situation actuelle. D'accord. Ça sent un petit peu la France-Afrique, là, quelque part, encore une fois, avec cette intervention militaire française. Oui, mais complètement. Mais comme j'avais pu te l'indiquer lors des dernières CITREP, le service de renseignement extérieur français s'était rapproché des Toubous, la tribu des Toubous, qui sont eux présents dans le sud libyen, vers la région de Koufra, donc très proche de la frontière tchadienne, puisque ils négociaient avec les chefs des tribus Toubous pour justifier officiellement de déploiement de militaires français dans ces zones. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une zone très riche, il y a énormément d'uranium, il y a de l'or, et la France essaie de consolider. Alors, la France, sous couvert de lutte contre le terrorisme, est présent, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, mais aussi au Tchad, puisque nous y voyons là une intervention française. Donc on voit bien que la France aujourd'hui préserve ses intérêts, les intérêts de cette multinationale Areva, mais n'est pas là pour lutter contre le terrorisme, comme on essaie de nous faire croire au travers des déclarations de Drian notamment, qui essaie de justifier la présence des troupes françaises pour lutter contre le terrorisme. Alors c'est quand même un paradoxe, c'est que ces terroristes ont été armés en 2011 par la France, par Nicolas Sarkozy, après par Laurent Fabius. D'ailleurs Fabius, je me souviens, président Lavrov, président des affaires étrangères russe, avait exprimé lors d'un interview dernièrement l'ironie de Laurent Fabius qui ricanait d'avoir financé ces milices terroristes qui sévissent au Mali, et voilà, il en plaisantait d'avoir financé des gens qui se retournent aujourd'hui contre les intérêts français. Voilà. Donc la France aujourd'hui, la politique étrangère de la France est là uniquement pour consolider les intérêts de multinationales, que ce soit d'Areva, que ce soit de Total, mais en aucun cas pour lutter contre le terrorisme. Voilà, nous sommes toujours et encore dans de l'enfumage. Nous sommes encore dans cette France-Afrique, et le président Macron continue à entretenir les intérêts, se servir de l'armée française pour concilier des intérêts privés. Voilà, tout simplement. D'accord. On va parler maintenant d'un personnage haut en couleur, qui est originaire d'Afrique et qui fait beaucoup de bruit. C'est Kémy Séba, qui prétend être en contact avec l'État italien et être à l'origine de la polémique entre la France et l'Italie à propos du franc CFA. L'Italie accusant la France de poursuivre la colonisation de l'Afrique au travers de cette monnaie. Que peux-tu nous en dire ? Oui, alors, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et en parlant d'hôpital, l'Italie, sous couvert d'un hôpital à Misrata, a déployé plus de 1000 militaires. Alors officiellement, il y en a 262. Ça, c'était reconnu par le Parlement italien.
mais on a à peu près plus de 1000 hommes qui sont déployés, et ces hommes forment aujourd'hui les milices de Misrata, qui sont responsables de la traite négrière qui sévit encore au moment où je te parle, et de l'envoi des migrants économiques. Voilà. Alors, c'est là justement là que Kémy Séba a un défaut. Alors, on pourrait dire qu'il a un défaut d'information. Or, nous, au sein du CRI, nous étions en contact avec Kémy Séba. Nous lui avons avisé de cette situation dès 2014, de la traite négrière qui a été révélée simplement il y a à peu près un an et demi, au travers d'une vidéo de CBS News. D'ailleurs, je m'étais étonné que Kémy Séba attende que les médias américains en parlent pour dénoncer la négrophobie de ces milices de Misrata. Mais il faut savoir que ces milices de Misrata sont soutenues aujourd'hui par l'Italie, par le gouvernement italien. Donc c'est là qu'on voit un peu l'absurdité, parce que Kémy Séba je pense au fait de ça. L'Italie parle de colonier du franc CFA qu'il dénonce, et à juste titre, bien évidemment, puisque Muammar Kadhafi est mort, parce qu'il voulait justement créer le dinar or, et ça a été révélé d'ailleurs lors d'un article de Mediapart là dernièrement. Il y a 5 journalistes qui ont fait une BD, et j'ai eu l'occasion d'entendre les entretiens de ces journalistes qui ont compris enfin, alors que nous le dénonçons dès 2011, que Muammar Kadhafi avait été tué à la demande, parce que Kadhafi dérangeait aussi bien les États-Unis et l'Europe, et notamment la France, puisque la création du dinar or allait emmener de fait la mort du franc CFA. Sauf que ça, bien sûr, Kémy Séba, qui se bat contre le franc CFA, ne parle pas du plus grand panafricain que l'Afrique a connu, à savoir Muammar Kadhafi. Alors, pourquoi? Parce que Muammar Kadhafi est arabe. Encore faudrait-il poser la question à Kémy Séba. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que quelqu'un qui se revendique de panafricain va chercher une alliance de raison avec l'Italie, alors que l'Italie aujourd'hui soutient, a colonisé aussi l'Afrique. Faut pas l'oublier, faut regarder l'histoire. En 1886, l'Italie a colonisé la Tunisie. En 1911, l'Italie a colonisé la Libye. Il en a été de même pour l'Éthiopie et la Somalie. Donc l'Italie n'a pas de morale à faire à l'État français, puisque historiquement l'Italie a une charge très forte. D'ailleurs, la colonisation en Libye a été catastrophique. Je tiens quand même à rappeler à tes auditeurs, et nous l'avions fait à l'occasion du premier sitrep qu'on avait, que l'on avait, de sitrep de base, où il y a eu quand même plus d'1,5 million de Libyens qui sont morts sous la colonisation italienne, qui avait d'ailleurs prévalu le fait que l'Italie avait passé un accord avec Muammar Kadhafi sous la gouvernance comment il s'appelle, le président, pardon, le cavalier Berlusconi. Berlusconi, où l'État italien s'était engagé de rémunérer, de dédommager, je crois que c'était à hauteur de 400-500 millions de dollars, l'État libyen par rapport au mal que l'Italie avait fait dans le cadre de la colonisation, sous Mussolini, accord qui, depuis la mort de Kadhafi, n'a pas été honoré. Il avait été lorsque Muammar Kadhafi était en vie. À la chute d'Al-Jamaria, il n'y a rien. On est arrivé à une course. Et à défaut de dédommager, c'est ça le paradoxe de l'histoire, à défaut de dédommager et de tenir l'accord qui a été signé par l'Italien pour le peuple libyen, aujourd'hui l'Italie finance en échange du gaz, des réserves gazifères libyennes. Je tiens à rappeler, on est à 5 millions de mètres cubes jour, finance ces milices de Misrata qui sont responsables de la négrophobie et de l'envoi des migrants en Europe. Voilà. Donc c'est là que j'ai du mal à saisir le panafricanisme de Kémy Séba. Voilà. Donc c'était intéressant que tu me poses cette question, parce que ça permet d'acter les choses et de ramener une vérité quelque part. Alors, peux-tu nous faire part de l'actualité des tribus libyennes? Parce qu'on arrive presque à la fin du sitrep finalement, ça passe assez vite. Mais je crois que ce qui est important, c'est quand même d'évoquer cette actualité.
Oui, alors comme j'ai pu l'indiquer tout à l'heure, les tribus libyennes, l'ensemble des tribus libyennes ont refusé de participer à une conférence interlibyenne sous l'égide de l'ONU, qui d'ailleurs, je pense, annonce la fin du mandat prochain du représentant de l'ONU, à savoir Salamé. Et ces tribus libyennes, pour le coup, ont décidé, ils travaillent actuellement, avant, je pense, au mois d'avril, l'organisation d'une conférence interlibyenne des tribus qui appellera à la libération de la Jamaïque arabe libyenne et à ce que Saïf al-Islam Kadhafi puisse reprendre la tête du pays pour ramener la paix, la stabilité, la sécurité. Donc là, c'est là qu'on voit bien justement cet échec aujourd'hui de cette communauté internationale et ces tribus libyennes vont organiser cette conférence sans ingérence étrangère, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas besoin, les Libyens n'ont pas besoin qu'on les aide, hein, puisque comme je l'ai indiqué j'ai indiqué plusieurs fois, l'ONU n'est pas une solution pour la Libye, mais en est le problème, puisque l'ONU, c'est une officine de l'OTAN. Hein. N'oublions pas que la Jamaïque a été agressée par l'OTAN, qu'aujourd'hui, alors le paradoxe toujours, c'est que le gouvernement libyen, malgré l'insécurité, l'instabilité politique, parle d'augmenter, alors ils sont à 1 300 000 barils jour, espèrent d'ici quelques mois de passer à 2 100 000 barils jour, voilà. Donc lui, le pétrole coule à flot puisqu'il est sécurisé par des sociétés privées pour ces compagnies pétrolières. Et le peuple libyen, lui, ne bénéficie pas de ce pétrole. Donc voilà, les tribus libyennes, étant très avisées de la situation interne, préparent une conférence internationale qui, je pense, aura un retentissement, pour le coup, assez fort, puisqu'il y a des consultations quotidiennes. Alors, on n'a pas encore le lieu, mais ce sera l'occasion d'un autre site prêt pour expliquer quand est-ce que cette conférence aura lieu. D'ailleurs, je pense qu'à l'issue de cette conférence, une délégation du Comité révolutionnaire international sera présente à la demande des tribus libyennes, puisque tu le sais que le Comité révolutionnaire international est au plus près du peuple libyen et au plus près, de facto, des tribus libyennes, puisque seules les tribus libyennes aujourd'hui représentent le peuple libyen. Et ça sera un honneur pour nous d'être présents et de pouvoir aider à la libération de la Jamaïque arabe libyenne. Et je pense qu'à l'issue de cette conférence des tribus libyennes, il y aura certainement l'annonce d'un gouvernement provisoire, puisque, comme je te l'ai indiqué, les tribus libyennes n'ont demandé qu'une chose, c'est que cesse l'ingérence étrangère et ont la capacité, puisqu'ils sont libyens, de pouvoir reprendre en main le pays, de libérer la Jamaïque arabe libyenne. Et je pense que cette conférence aura un retentissement international. Il sera difficile, tant à l'ONU, mais aussi à l'ensemble des médias qui aujourd'hui attendent les déclarations, soit du G9 ou de l'affaire, d'occulter cette conférence qui aura un retentissement assez conséquent. Voilà, puisque là, pour la première fois depuis 2011, nous aurons réellement la représentation du peuple libyen au travers des tribus libyennes. D'accord. Alors on arrive au terme du SITREP, mais je souhaitais te laisser, je dirais, la voie libre pour nous dire des choses qui ont peut-être, qui n'ont pas encore été évoquées, que tu souhaitais évoquer en fin de SITREP, et en particulier, je crois que tu voulais évoquer deux sujets, que ce soit la situation au Venezuela, l'épée de Damoclès qui aujourd'hui virevolte au-dessus de la tête de Nicolas Maduro, hein, qui fait l'objet d'une tentative de coup d'État de la part des États-Unis, et puis la situation des Gilets jaunes en France qui s'aggrave et qui ne donne pas manifestement une très bonne image de la démocratie française et en particulier de l'exécutif. Voilà, tout à fait. Alors naturellement, le Comité révolutionnaire international a adressé son soutien au président Maduro, au peuple vénézuélien face à cette tentative de coup d'État, non seulement des États-Unis, mais aussi de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne,
puisque ces derniers, certains pays européens ont reconnu le président illégitime. C'est quand même assez un paradoxe, c'est qu'on reconnaît quelqu'un qui n'est pas élu, alors que Maduro, président. Donc là, on est dans là, on attend le summum. Alors, il est compliqué quand même. Là, on peut pas avoir le même scénario qu'en Libye parce qu'ils nous ont fait le coup des massacres de masse, de bombardement des populations en 2011. On nous a fait croire qu'elle a fait massacre à son peuple. Donc maintenant, non, là, on parle d'élections truquées. Donc, on va nommer un président par intérim alors qu'il n'y a pas eu d'élection. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, cet impérialisme, la sauce a du mal à prendre, hein, au point même que l'ONU ne souhaite pas participer à des élections, donc lâche complètement les Américains et l'Europe, puisqu'ils considèrent de facto que Maduro est légitime et le président légitime. Et de voir Macron aujourd'hui demander, quand on voit Le Drian, c'est quand même de la folie, a fait une requête auprès du gouvernement de Maduro pour lui demander que cessent les violences à l'encontre des manifestants, alors que nous voyons il y a eu des milliers de gilets jaunes qui ont été blessés depuis quelques semaines, hein, depuis le 17 novembre. Hein, donc c'est une amplitude assez courte quand même. Hein, on a on a plus de 2000 blessés, on a 100 blessés graves, plusieurs dizaines de personnes ont été éborgnées de manière volontaire par les forces de police françaises. Hein. On voit des vidéos où nous voyons des personnes âgées ou des femmes se faire violenter. Vous avez eu 8 fonctionnaires de police sur une personne en train de les tabasser. Donc c'est quand même assez un paradoxe. Enfin, c'est quand même assez ironique et ridicule de voir aujourd'hui Le Drian demander à Maduro de cesser de maltraiter sa population. Je tiens quand même aussi à, parce que moi j'en entends au travers des Gilets jaunes, c'est de demander la démission du président Macron qui en tant que tel n'est pas légitime d'un point de vue démocratique. Pourquoi ? Parce que Macron a été élu au premier tour avec, je crois, 7, 17, 18, voire 19% de votants, et qu'il a été élu par rapport à un vote de défiance vis-à-vis de Marine Le Pen, hein, et que donc de facto les gens n'ont pas voté pour son programme. Ce qui est d'ailleurs tout à fait naturel qu'aujourd'hui, une grande partie de la population française qui, pour l'essentiel, ne vote pas parce qu'ils ne reconnaissent plus le système, considère que Macron et le pouvoir exécutif aujourd'hui n'est pas légitime en France. Donc voilà, au lieu qu'aujourd'hui le gouvernement français essaie de nous donner des leçons de démocratie à Maduro, il devrait se préoccuper des besoins des Français, puisque Maduro, il faut le savoir quand même, aujourd'hui, le Venezuela a éradiqué les problèmes de santé. Hugo Chavez a éradiqué beaucoup d'analphabètes illettrés. Donc l'argent du pétrole a été dédié pour aider le peuple vénézuélien dans la santé, dans le social. Alors maintenant ils sont victimes effectivement d'embargo américain très fort et très puissant qui fait que ils ont des problèmes pour pouvoir alimenter. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que Maduro et Hugo Chavez ont fait une politique sociale. On aurait eu un Maduro ou un Chavez en France, on n'aurait pas ces gilets jaunes qui seraient dans la rue. Donc on est dans un inversement. Là, on est en train de se rendre compte qu'aujourd'hui cette 5e République, qui en fin de compte soutient uniquement ces multinationales, hein, aujourd'hui l'Élysée, c'est l'antichambre de Washington. La France a perdu beaucoup de sa grandeur depuis Sarkozy. Hollande s'était endormi et Macron continue à perpétrer une politique qui ridiculise aujourd'hui l'exécutif français, mais pas le peuple français, puisque le peuple français, si le peuple français avait la connaissance de ce qui se passe réellement au Venezuela, on pourrait voir dans les prochains rassemblements des centaines de drapeaux vénézuéliens, des portraits de Maduro, parce que le peuple français, naturellement, et les Gilets jaunes soutiendraient, et soutiennent d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion de voir quelques interventions, ce sont de Gilets jaunes, soutiendraient le peuple vénézuélien. Voilà. Ils sont assez nombreux parmi les Gilets jaunes à soutenir Maduro, hein, justement, parce que la critique qui a été adressée par Macron au président vénézuélien a été considérée comme illégitime ou inacceptable en tout cas,
et comme étant une ingérence manifeste dans les affaires intérieures du Venezuela. Ça n'a pas empêché plus tard Emmanuel Macron de mettre en cause directement le gouvernement russe dans l'organisation et je dirais les différents actes des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Et donc la diplomatie russe a exigé de la France un éclaircissement, ce qui sous-tend que si jamais Macron confirme bien avoir été l'auteur des propos en question, qui mettaient en cause le gouvernement russe, il pourrait y avoir un sérieux incident diplomatique supplémentaire, ce qu'on avait déjà eu à propos des médias, encore une fois, des médias russes, enfin financés par le gouvernement russe, francophones, qui émettent aujourd'hui en France, c'est-à-dire RT France et Sputnik News. Voilà. Nous allons terminer. Oui. C'est que Macron sait son ingérence sur le Venezuela et s'occupe des gilets jaunes, mais il ne fera rien sur les gilets jaunes. Là, moi, j'en suis intimement convaincu. Mais je pense que les gilets jaunes vont s'occuper de Macron. Moi, je pense que justement la légitimité de Macron est largement contestée aujourd'hui. De son gouvernement encore plus, hein, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, c'est que au travers de ce mouvement des Gilets jaunes, la majorité de l'Assemblée nationale passe des lois, parce que pendant qu'on met le focus sur les Gilets jaunes, on met pas le focus sur les lois qui sont votées et qui vont encore une fois de plus à l'encontre du citoyen et du peuple français. Mais je crois que là, si Macron ne s'occupe pas des Gilets jaunes, je pense que c'est les Gilets jaunes qui vont s'occuper de Macron et de son gouvernement. Quant au Venezuela, c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'il y a eu les précédents irakiens, il y a eu les précédents syriens, il y a eu les précédents en Libye. Je pense qu'aujourd'hui, la position de l'Union est claire, ils ne veulent pas se mêler de cette affaire-là. Je vois difficilement aujourd'hui les États-Unis intervenir comme ils le font militairement au Venezuela sans un aval de l'ONU. ONU, d'ailleurs, il y aura de facto un veto des Russes et des Chinois, puisque, oui, comme on l'a indiqué, la Russie s'est fait allègrement avoir sur le dossier libyen. Je crois que là, ça va être quand même assez compliqué pour les États-Unis, en sachant que Maduro bénéficie du soutien au-delà du peuple, parce qu'il y a aussi une défense populaire au Venezuela. Hugo Chavez a eu l'intelligence de mettre en place, à l'initiative d'ailleurs de Muammar Kadhafi, une défense populaire. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs centaines de milliers de citoyens qui ont bénéficié d'une formation militaire, ce qui complique d'ailleurs la tâche de l'armée, parce que l'armée est contrainte quelque part aussi de soutenir Maduro, parce qu'il y a une population qui est aguerrie politiquement, qui est capable aujourd'hui de pouvoir se protéger. C'est très compliqué pour les Américains. C'est très compliqué. Moi, je pense que Maduro ressortira grandi de cette tentative de coup d'État qui, on peut le dire, a échoué. Hein. Voilà, parce que le timing voulu par les Américains est en train de tomber à l'eau. Bon, alors après, il faut être vigilant. Hein. Jusqu'où ira Trump, nous le saurons dans quelques semaines. Moi, je te prépare d'une analyse. Hein. J'espère ne pas tromper, mais je pense que la tentative de déstabilisation va être très très compliquée pour les Américains et ses alliés européens. Voilà. D'accord. Peut-être veux-tu dire une dernière chose avant que nous nous quittions? Bah oui, là il y aura des grands développements pour le Comité révolutionnaire international dans les semaines à venir. Mais bon, ça sera l'occasion. Voilà, nous travaillons fortement actuellement sur l'Afrique. Et voilà, il y aura des bonnes annonces dont je t'en réserverai l'exclusivité. Mais voilà, on peut s'attendre, comme je l'avais indiqué, à une très bonne année 2009, tant pour le CRI et de facto pour le peuple libyen. Voilà. Ok, très bonne année 2019 plutôt, mais bon. Très bien parti. Ah pardon, 2019, qui est très bien parti. Pardon, excuse-moi. Non, il n'y a aucun souci. Merci Franck, nous arrivons donc à l'issue de ce site rep, qui va faire énormément plaisir à beaucoup de monde, qui attend avec impatience l'actualité de la Libye, puisque malheureusement il y a assez peu de canaux d'information qui permettent d'avoir
les informations qui viennent de l'intérieur de la Libye. Donc merci de nous donner cette possibilité-là. Et tu es le seul canal d'information, Tom. Il n'y a pas aujourd'hui de médias qui donnent la parole en ma personne, puisque je le sais, je suis correspondant des tribus libyennes et coordinateur du CRI, mouvement fondé par moi, Marc Kadhafi, en 1977. Tu es le seul canal aujourd'hui qui donne la parole au peuple libyen. Voilà. Il n'y en a pas d'autre. J'en suis honoré. J'en suis très honoré. Et on t'en remercie, bien évidemment. Merci à toi, Tom. Je te souhaite une très bonne soirée. Et puis, je te dis à très, très bientôt pour un prochain site-rep. Merci, Franck. À bientôt pour le 12e site-rep. Merci, Tom. Bonne soirée. Et une salutation à tes fidèles auditeurs. À très bientôt. Merci. Au revoir.